Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer ce webinaire. Je m'appelle Jeanne de Kerdrel, je vais être journaliste de ce webinaire. J'ai avec moi aujourd'hui Alyosha Yordanov et Emmanuel Levar. Et le sujet qui nous réunit, c'est la coopération entre deux organisations qui pratiquent holacratie. Quelques détails techniques. Donc, on est ensemble jusqu'à 12h30. L'idée, c'est que Alyosha et Emmanuel vont pouvoir aborder ce sujet-là, donner leur vision des choses. Dans un premier temps, pouvoir dire pourquoi ils abordent ce sujet aujourd'hui et puis comment le chemin s'est fait. Vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau dans l'onglet Q et R. Et dans ces cas-là, vous posez ces questions. Moi, je les ai sous les yeux. Et puis, au fil de l'eau, je vais les poser en fait à nos deux intervenants du jour. Je vois qu'il y a dans les commentaires la question de est-ce que vous me voyez? Alors, c'est normal. Il n'y a en vidéo que Alyosha et Emmanuel. En tant que spectateur, on ne voit pas vos vidéos et vous ne pourrez pas prendre la parole à l'oral. Vous pouvez la prendre par écrit dans le chat et puis en posant des questions donc, dans le petit onglet Q et R. Voilà pour les détails techniques. Comme je le disais, donc Alyosha et Emmanuel vont nous parler de la coopération entre deux organisations en holacratie. Ils vont nous raconter le chemin qui a été fait depuis le 1er janvier 2020 où est née cette coopération et puis tout ce que ça a changé, tout ce que ça a modifié à la fois dans leurs équipes et puis dans leur posture de leader de ces deux organisations. Je coupe ma caméra. Très bon webinaire. Bonjour. Alors, effectivement, on a une expérience à vous partager et c'est l'objet de ce webinaire. Donc, moi, je suis le dirigeant de la SCOP Semawi. Semawi est une entreprise qui accompagne les organisations dans leur transformation organisationnelle, notamment en holacratie. Et je laisserai Emmanuel se présenter tout à l'heure et vous verrez que Evolve, la société qu'il dirige, a un métier qui est très proche du nôtre. Et c'est ça qui est intéressant dans le fond du propos qu'on vous propose aujourd'hui, qui est de partager la manière dont on s'est rapproché, sans fusionner pour autant, pour construire entre nous une forme de coopération dans laquelle on utilise holacratie comme système de gouvernance entre nos deux organisations. Notre but, c'est d'intégrer tout ou partie de nos activités dans un système qui nous permette de continuer à exister comme organisation à l'intérieur de ce schéma de coopération. Donc, il y a une forme de prototypage quelque part qu'on est en train de construire et qui vit depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Et le système de gouvernance, c'est-à-dire les règles du jeu qu'on a utilisées entre nous pour coopérer, au contraire de ce qui se fait souvent et beaucoup dans la coopération entre entreprises, ce n'est pas une base contractuelle, ce n'est pas une base de sous-traitance ou de co-traitance comme ça existe beaucoup déjà pour les marchés, ce n'est pas non plus un groupement d'intérêt économique. C'est une formule qui est beaucoup plus intégrée et qui nous permet probablement d'aller plus loin dans l'intégration entre organisations. Et pour ça, on a utilisé holacratie. Alors, il se trouve qu'on utilise aussi holacratie à l'intérieur de nos organisations. On va en parler pas mal pendant cette heure qui est devant nous. Je ne sais pas évidemment quel est votre niveau de familiarité avec ce sujet-là en tant que participant. Si jamais il y a des questions qui vous paraissent nécessaires à nous poser sur holacratie de manière à suivre notre propos, surtout sentez-vous à l'aise de les poser dans le module Q et R. Jeanne nous les transmettra et ça nous permettra de donner les informations nécessaires pour que tout ça soit clair et soit compréhensible pour vous. Un petit mot sur mon point de vue et sur la partie qui concerne Semawi. Il y a une forme de continuité que je peux voir entre l'historique de l'entreprise et cette idée d'aller trouver une forme d'intégration avec une autre entreprise, donc au-delà de la membrane, du périmètre qui définit la personne morale. Semawi, c'est une entreprise que j'ai créée il y a un petit peu plus de 12 ans, au départ tout seul, et puis après une équipe s'est constituée. Et pendant les 8-9 premières années, cette entreprise, elle a existé sous une forme assez classique de SAS, unipersonnel, donc je détenais la totalité des parts. Et même si on avait construit déjà des rapports et un fonctionnement d'équipe qui était dans son fonctionnement coopératif, inspiré des pratiques agiles,
ça restait une entreprise dans laquelle il y avait cette distinction forte qu'on voit beaucoup entre dirigeants, propriétaires de l'objet, personne morale, et les autres, c'est-à-dire les salariés. Il y a eu une première étape de transformation pour nous qui a été le passage en coopérative, qui a fait qu'il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, on s'est associé, c'est-à-dire que tous les salariés sont devenus des associés. Et vous le savez peut-être, mais le principe de la coopérative, c'est que les associés ont une voix dans l'organisation, indépendamment du nombre de parts sociales qui sont détenues par la personne, et personne ne peut être majoritaire seul. Donc, il y a déjà un changement de paradigme qui se passe à ce moment-là, et c'est le moment aussi où on a choisi d'adopter Holacracy comme système de gouvernance. Ça nous a permis de faire mûrir notre pratique en tant qu'équipe, et le fait de rentrer dans cette forme de coopération avec Evolve, dans un ensemble plus grand, avec ces mêmes règles du jeu en Holacracy, je le vois un petit peu comme une continuité, comme une sorte de stade plus mature, plus avancé encore, puisque d'une certaine façon, et là ça devient vraiment manifeste, pour rentrer dans une dynamique de coopération, que ce soit entre personnes ou entre organisations, il y a une étape, un cran à passer dans lequel le pouvoir tel qu'il était détenu avant change de main, et notamment change de main en allant vers des règles du jeu. Ce n'est pas tant qu'on le transfère à quelqu'un, c'est qu'on le transfère à des règles du jeu. Et ce sont ces règles du jeu qui ont une teneur constitutionnelle, du coup, qui vont s'appliquer dorénavant pour faire fonctionner l'organisation. Dans mon parcours, j'ai pu expérimenter que, en fait, en tant que dirigeant propriétaire de l'entreprise, en lâchant une partie significative de ce pouvoir de détention, ben, finalement, ça me permettait d'accéder à quelque chose que je trouvais plus épanouissant, plus proche de la raison d'être que je voyais dans cette organisation. Et je peux voir la même continuité dans cette dynamique interorganisation. C'est-à-dire que pour nous, c'est Maui, le fait de nous intégrer dans un ensemble plus grand avec Evolve fait que d'une certaine façon, on accepte de renoncer à une certaine part de pouvoir sur nous-mêmes en déléguant une partie de celui-ci dans une sphère plus grande, à laquelle on participe également. Et le fait d'élargir ce périmètre nous donne quelque part un moyen d'agir sur le monde qui est plus important. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager en introduction. Emmanuel, je te laisse poursuivre. Yes, merci Alyosha. Donc, je m'appelle Emmanuel Levard, je suis donc associé de l'organisme de formation Evolve, qui existe depuis une dizaine d'années, et j'ai un parcours légèrement différent de celui de Semawi et qui nous a amené au même endroit. J'ai décidé assez rapidement de faire passer Evolve en Holacracy quand je l'ai rencontré ça il y a une petite dizaine d'années, et en même temps j'étais en Holacracy seul. Donc, c'était la différenciation entre être seul dirigeant et prendre toutes les décisions et être dans des règles du jeu qui sont celles de l'holacratie en étant seul. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Donc, la plupart des relations que j'avais avec mes partenaires étaient des relations, comme Alyosha le disait tout à l'heure, des relations contractuelles, des relations de sous-traitance ou des relations de co-traitance. Et je me suis senti assez rapidement limité à cet endroit-là et dans cette complexité en sortant d'école, à la fin de mes études, de ne pas vouloir aller travailler dans une grosse organisation, puisque j'en avais vu les limites dans les différents stages que j'avais pu faire à l'époque. Je ne souhaitais pas rejoindre un grand groupe, et parce que je ne voulais pas être soumis à des systèmes qui ne m'attiraient pas, notamment des systèmes hiérarchiques normatifs forts. Et en même temps, du coup, je me retrouvais seul. Et donc, j'ai fait ça pendant un certain moment, jusqu'à rencontrer d'autres personnes, donc notamment Anne-Muriel, qui est devenue associée d'Evolve, qui souhaitait pratiquer ce type d'organisation avec Holacracy. Donc, on n'était pas dans des relations contractuelles ou de salariat, dans des relations d'associés, avec des règles du jeu qui s'appliquaient dans le cadre de Holacracy à nous deux. Avec cette envie de grandir encore, et en même temps sans perdre notre identité. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Semawi, qui pratiquait la même chose que nous, qui pratiquait Holacracy, qui pratiquait ces règles du jeu. Et plutôt, on le détaillera tout à l'heure, mais plutôt que d'avoir choisi une fusion ou de se retrouver complètement ensemble dans la même organisation, on a fait le choix de garder nos structures juridiques différentes. Donc, Semawi est une SCOP avec des associés salariés, Evolve est une SAS, donc on est 2 associés. On a gardé nos identités juridiques, on a gardé nos identités de raison d'être, et on a mis en commun cette partie de la gouvernance, donc toute la façon de faire les choses, la façon de contribuer, de mettre son énergie, de mettre son travail au service de l'organisation, donc de cette organisation plus large qui inclut les 2 organisations, avec les règles du jeu d'Holacracy. Donc c'était la première fois de ma vie que je rencontrais la possibilité
de travailler avec des gens sans être, en étant lié par la façon de faire les choses et par les mêmes règles du jeu, et pas être lié dans des relations, on va dire, business classiques ou contractuelles classiques. Le fait d'accéder, ce qui a été le plus important pour moi dans ce rapprochement il y a un an, de me dire OK, on y va ensemble, ça a vraiment été ce point de le fait que ces personnes aient signé la constitution de l'holacratie et s'appliquent ces règles du jeu, ça déclenchait la présupposition qu'il y avait un terrain commun qui était beaucoup plus large qu'une action ensemble, qui était on a la vision partagée que la façon de travailler dans une organisation, la façon de mettre son énergie dans une organisation, la façon de libérer son énergie dans une organisation est la même. Et la première décision, on parlera un peu plus tard du comment, mais la première décision qu'on a prise, c'est de réunir toute notre gouvernance ensemble, c'est-à-dire tous nos rôles, toutes nos autorités, toutes nos règles du jeu, toutes nos politiques, de les mêmes au même endroit, et de voir ce qui allait se passer à partir de là. Voilà, en quelques mots. J'ai déjà des questions qui arrivent, et notamment une question de savoir pourquoi Evolve ne s'est pas transformé en Scope. Peut-être ça plutôt une question pour toi, Emmanuel, et puis une question pour toi, Alyosha, qui serait comment s'est passée la transition entre une entreprise classique et une entreprise en Scope. Est-ce que ça a été une transition facile? Manu, je te laisse répondre. Je suis attiré par la Scope, notamment à cause de l'année que je viens de passer au contact de Semaoui et d'Alyosha. C'est des discussions qu'on a régulièrement. Ce qui m'a intéressé dans la création juridique des structures, et notamment au moment où Anne Murel a rejoint Evolve en tant qu'associé à 50%, ce qui m'intéressait, c'était la difficulté. La constitution de l'holacratie, c'est un texte qu'on signe en tant que dirigeant, enfin, en tant que personne qui a l'autorité jusque-là dans l'organisation de décider comment ça se passe, de déléguer, comme le disait Alyosha tout à l'heure, la façon dont on va expliciter la structure de pouvoir de l'organisation, la façon dont on va prendre les décisions, la façon dont on va s'organiser ensemble, à ces règles du jeu qui sont la constitution de l'holacratie. Le point qui m'a le plus intéressé, c'était de comment rendre ça légalement opposable juridiquement. Donc, une SAS, pour moi aujourd'hui, à l'époque, avec le niveau de connaissance que j'avais, me paraissait être le moyen le plus rapide pour pouvoir, dans le pacte d'associés, intégrer la constitution de l'holacratie. Donc, c'est aussi une tentative qu'on est en train de faire. Alyosha parlait de prototype tout à l'heure. On a fait une SAS un peu prototype et de voir si on pouvait intégrer ces fameuses règles du jeu dans la gouvernance de la SAS et dans le pacte d'associés. Je suis toujours en questionnement sur la question de la Scope. C'est quelque chose qui est en réflexion. Aujourd'hui, on n'a pas rencontré une tension suffisante ou une difficulté suffisante ou une limite suffisante à la forme juridique qu'on a aujourd'hui pour se dire mettons l'énergie pour passer en Scope aujourd'hui. Du coup, je vais répondre à la partie de la question qui concernait notre transformation. Pour le coup, notre transformation en Scope est venue résoudre des tensions qui existaient chez nous. Donc, en fait, ça a été plutôt une facilité, quelque chose de soulageant même, je dirais, dans la mesure où on était dans des problématiques que nous n'arrivions pas à résoudre avec nos méthodologies de travail. Ça faisait longtemps qu'on avait adopté le manifeste agile comme socle de valeur de fonctionnement, qui est un document très succinct et qui pose uniquement certains principes de fonctionnement, sans que ce soit vraiment des règles du jeu. Et de là viennent toutes les méthodes de gestion de projet dites agiles que peut-être certains parmi vous connaissent. Simplement, l'agilité ne dit rien sur le comment s'organise la distribution de l'autorité et comment sont pris quels sont les processus de décision, notamment pour manier les rôles, les autorités dans l'organisation. Et il pouvait y avoir une forme d'incohérence entre le fait de vouloir être dans un partage de responsabilités ou en agilité, ce sont vraiment ceux qui font qui décident, et il y a une très très grande autonomie des individus et des équipes à l'intérieur de l'organisation, et un principe légal qui est le principe classique des sociétés capitalistiques détenues par les associés. Il y a une forme d'incohérence qu'on retrouve dans plein de petites entreprises d'ailleurs, où il y a une sorte de cumul de responsabilités et de pouvoir chez le dirigeant, qui, en fait, in fine, a toutes les responsabilités à la fin, notamment si ça ne se passe pas bien dans une situation contractuelle, que ce soit avec un salarié ou avec un client ou avec un fournisseur, parce qu'en tant que mandataire social, il a vraiment une responsabilité extrêmement étendue. Et la coopérative est venue répondre vraiment à ça, puisque finalement, on rentre dans un principe où les salariés sont forcément majoritaires parmi les associés, et il y a ce principe de une personne, une voix,
qui renverse un peu le paradigme de la propriété sur les parts sociales et du pouvoir sur les parts sociales détenues par les associés. Alors, il n'y a pas que des avantages à ça, et je pense que notamment pour des sociétés, par exemple, qui ont besoin d'investisseurs, c'est compliqué, les coopératives, parce qu'il faut trouver des moyens, des mécaniques juridiques pour que les associés qui mettent beaucoup d'argent ne soient pas majoritaires en part sociale, puisque le droit coopératif empêche ça. Et il y a d'autres éléments qui, pour nous, répondaient vraiment à un enjeu de vision de l'organisation, c'est que dans les sociétés coopératives, l'actif constitué par l'entreprise est impartageable. Les réserves sont impartageables, c'est-à-dire qu'elles sont définitivement acquises à l'organisation. Et pour moi, c'est aujourd'hui la seule forme d'organisation qui permet d'acter juridiquement qu'il y a une distinction entre les sociétaires de l'organisation et l'organisation elle-même. Toute la richesse qu'on produit et qu'on laisse dans l'organisation, elle lui est absolument définitivement acquise. Même le jour où on liquidera cette société, les associés ne pourront pas récupérer cette valeur. Il y a des modalités prévues. On peut donner cet argent à d'autres coopératives ou à des associations, mais en tous les cas, les associés ne peuvent pas la récupérer. Et je trouve que ça permet d'ancrer vraiment cette différenciation-là qui est intéressante. Voilà, bon, je pourrais en parler longtemps parce que c'est un sujet qui nous a occupés. Ça a pris à peu près une année pour nous, cette transformation, et c'est venu résoudre ça. Et il faut bien avoir en tête que en fait, se transformer en coopérative, c'est juste rajouter une brique juridique sur le droit des sociétés. C'est-à-dire que nous sommes une SAS avec tout le droit des sociétés classiques qui s'applique sur les sociétés commerciales, avec un pacte d'associés si on le souhaite, et par-dessus ça, on respecte un certain nombre de critères qui nous donnent accès au statut coopératif. D'ailleurs, chaque année, on doit montrer patte blanche en montrant qu'on respecte toujours ces critères-là, sans quoi on perd notre statut coopératif, sans pour autant dissoudre la société. Merci. Alors, SCOP, c'est en effet le statut. Holacracy, c'est les règles du jeu, c'est le système de gouvernance. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, tous les deux, sur Holacracy, quel est le système, et puis surtout, là, j'ai des questions qui arrivent sur le comment en fait s'exerce Holacracy entre les deux organisations et quels cercles ont été créés, quels ont été les points communs de travail qui ont été ciblés. Emmanuel. Oui, je vais comment s'exerce le modèle Holacracy? C'est une grosse question, c'est une grande question ce que je peux dire en le disant de façon la plus courte possible, c'est pour moi, Holacracy aujourd'hui, c'est une constitution avec des règles du jeu. Et ces règles du jeu, elles explicitent quoi? Elles disent quoi? Elles disent comment on va expliciter la structure de pouvoir dans les organisations. Donc, comment on va définir les autorités, comment on va définir les rôles, comment on va définir les politiques, de quelle forme ont ces choses-là dans une organisation qui fonctionne en Holacracy. Et la deuxième chose qu'elle explicite, c'est les modèles de prise de décision. C'est comment on prend les prises de décision dans ces organisations-là, comment on distribue l'autorité dans ces organisations-là, et quels sont les processus qui garantissent la façon dont on va être distribué le pouvoir et les autorités dans les organisations. C'est la façon la plus simple d'y répondre. C'est plus large que ça, c'est plus complexe que ça. Et il y a plus de choses que ça, mais vraiment les deux points importants pour moi sont l'explicitation de la structure de pouvoir qu'on va vous montrer. Ça va répondre à la deuxième question de comment on a fait pour intégrer nos deux structures en termes de gouvernance, et les méthodes de prise de décision, comment on prend les décisions dans les organisations et notamment comment on distribue l'autorité. Alyosha parlait du statut de la SCOP qui donnait voilà, un associé, une voix. Il y a des processus de prise de décision par consentement où chaque rôle dans le cercle ou dans l'organisation, si on a l'endroit de l'organisation, dans le cercle, si on a l'endroit d'un cercle, participe à l'évolution de l'organisation avec les systèmes de prise de décision, notamment le processus de décision intégrative. Avant qu'on montre notre système de gouvernance, est-ce que tu veux rajouter un truc là-dessus, Alyosha? C'est bon là-dessus. Je vais vous partager la gouvernance aujourd'hui de Chaosen. Chaosen, c'est le nom qu'on a donné à l'intégration de nos deux structures. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toujours un cercle Evolve et il y a toujours un cercle Semawi au sein de l'organisation qui ont chacun leur propre rôle, leur propre complexité, leur propre façon de s'organiser. On peut le montrer, il y a deux cercles qui sont donc dans l'espace Chaosen, qui sont le board de scope Semawi, avec notamment le rôle d'associé et d'associé moral, puisque quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que juridiquement, on a pris la décision d'avoir une participation croisée qui correspond à une part entre les deux organisations. Et le cercle, du coup, non, ça c'est le poisson pilote, il doit être là, non plus.
Hop, ça doit être celui-là. Et il a disparu. Non, ça doit être celui-là. Et le cercle board Evolve qui a associé, pareil, associé moral à fondateur et forme légale, qui sont les rôles dont on a besoin dans le board Evolve. Et c'est les deux structures, on va dire, qui s'occupent chacun de leurs associés. Et donc, comme il y a ces participations croisées, on est chacun présent dans le cercle de l'autre. Tous les autres cercles que vous voyez à l'endroit de Chaosen sont des cercles qui ont émergé au fur et à mesure de notre coopération pendant l'année. Le premier pas qu'on a pris, la seule décision qu'on a prise quand on s'est réunis en janvier l'année dernière, c'est de réunir nos deux gouvernances. Donc, il y avait juste les deux cercles, Evolve et Semawi, qui sont apparus à cet endroit-là. Et au fur et à mesure de l'année, des projets, des tensions, des envies, des opportunités, des possibilités. Il y a toute cette gouvernance qui s'est créée. Donc, notamment, on a deux grands cercles qui sont les deux peut-être où on coopère le plus en termes opérationnels et de projets. Le cercle RAO, on n'invente rien, ça veut dire réponse à appel d'offres. C'est quand on collabore ensemble à des réponses d'appel d'offres. Et le cercle Holacracy Provider, les deux organisations ont le statut d'Holacracy Provider aujourd'hui, donc ont la capacité d'accompagner des organisations en Holacracy. Et c'est un cercle où on a décidé, voilà, même s'il y a des rôles liés à l'Holacracy dans les cercles Evolve et Semawi, on a décidé de cette action-là, en tout cas, de créer une gouvernance commune. On peut imaginer, c'est vraiment qu'une imagination, une projection, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais qu'au fur et à mesure du temps, de plus en plus de rôles d'Evolve et de Semawi vont se retrouver dans l'espace Chaosen, et il y a des rôles qui resteront certainement pendant très longtemps dans les règles Evolve et Semawi. Voilà en première réponse. Si tu veux compléter, ou Jeanne, poser d'autres questions. Oui, j'ai déjà une question. On voit qu'il y a énormément de rôles dans ce que tu nous présentes dans Chaosen. Pourtant, Evolve, c'est 2 personnes. Semawi, c'est 6 personnes. Donc, est-ce que Holacracy s'adapte bien à des équipes de petite taille? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de devenir un peu schizophrène? Alors, je peux répondre, je pense que je suis bien placé pour répondre à cette question. J'ai décidé de lancer Holacracy quand j'étais seul, donc c'est une très petite équipe. Donc, niveau changement de casquette et schizophrénie, quand on définit des rôles dans une organisation et qu'on est seul dans cette organisation et qu'on se distribue des projets d'un rôle à un rôle à l'intérieur de soi, voilà, mais qu'on décide de l'expliciter sur un Glassfrog ou une gouvernance, c'est un exercice particulier. Pourquoi je crois que Holacracy s'applique bien à des petites équipes, c'est que le but, c'est surtout pas à faire de ce que j'appelle de l'over-design. Quand Evolve a commencé, il y avait un cercle et il y avait 5 rôles dedans. Et ça me permettait déjà de mettre de la clarté. C'était plus un système d'organisation individuelle, mais ça me permettait déjà de mettre de la clarté, notamment dans quel type d'énergie je suis, qu'est-ce que j'attends, à quel endroit, tout ça. Il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé dans Evolve. Anne Murel est la première qui m'a rejoint en tant qu'associée, mais il y a des gens qui sont passés avant. Et ça a facilité quelque chose en termes de petite équipe, c'est que quand les personnes arrivaient, donc les gens qui ont travaillé pour Evolve, même quand Anne Murel est arrivée, il y avait déjà plein de rôles existants qu'ils ont pu récupérer immédiatement. Donc, il y avait une facilité et une fluidité dans l'arrivée des personnes pour le travail en holacratie. Je pense que quand on commence, nous, on accompagne pas mal de petites équipes de gens de 2, 3, 5 personnes, 6 personnes, qui est un seul cercle avec des rôles de départ dans lequel ça suffit comme design de départ. Et ça met une simplicité et une clarté de base. Avec le temps, quand on a de la pratique en holacratie, de la maturité dans les prises de décision, dans l'évolution de la gouvernance, au bout d'un moment, ça finit par ressembler à ça. J'ai compté hier, je crois, j'ai 54 rôles en tout dans Evolve et dans l'organisation. On peut être plusieurs dans un rôle, donc il y a des rôles qui sont partagés. Il y a des rôles, toutes les semaines, je vais passer dedans, notamment les rôles de développement, les rôles de prestation, les rôles finance, facturation, qui sont des rôles que j'ai dans Evolve. C'est des rôles dans lesquels je passe du temps. Il y a des rôles où on a un rôle, j'y pensais ce matin, qui s'appelle public gouvernance, qui est de rendre public nos réunions de triage et de gouvernance. J'y passe extrêmement peu de temps. Donc, la problématique n'est pas d'avoir beaucoup de rôles. La problématique est d'avoir un design organisationnel adapté à l'endroit d'intégration de l'holacratie où en est l'organisation. Commencer simple. C'est vraiment l'idée de commencer simple avec peu de rôles et laisser les processus d'expansion se faire naturellement et faire confiance que les processus de gouvernance vont réduire le nombre de rôles et la taille de l'organisation quand il y en aura besoin et vont la développer quand il y en aura besoin. Merci beaucoup. J'ai une question pour toi, Alyosha, qui est plutôt sur l'entrée et la sortie d'associés. Comment est-ce que ça se passe et comment ça se passe notamment autour de la cession des parts et de leur valorisation, parce que ça, c'est un sujet de tension qui est vraiment classique en entreprise. Oui, alors je vais répondre en 2 parties. Sur le comment ça se passe quand on prend la décision
d'accueillir un nouvel associé ou d'organiser le départ d'un associé. Holacracy ne dit rien de très spécifique par rapport à ça, si ce n'est que ça doit être une autorité qui doit être explicitée. Classiquement, dans un cercle, il y a un rôle qui s'appelle leader de cercle, qui a l'autorité pour affecter des personnes dans des rôles. Donc, on peut considérer qu'on laisse cette autorité-là, ou bien fixer d'autres règles du jeu pour définir comment est-ce qu'on a éventuellement une décision à plusieurs. Et c'est notamment ça qu'on a fait au sein de Semawi. Donc, on a une règle dans le cercle dans lequel est contenu le rôle associé, qui indique que une décision pour accueillir un nouvel associé, c'est une décision qu'on prend un peu comme une décision de gouvernance, c'est-à-dire avec le processus de décision intégrative. Donc, c'est un processus dans lequel on ne peut prendre une décision que s'il n'y a pas d'objection à cette décision-là. Et bon, éventuellement, s'il y a des questions là-dessus, on pourra revenir là-dessus sur la manière dont se déroule ce processus-là. Et le processus de sortie, il est assez similaire avec une petite différence, c'est que la personne qui est concernée par cette sortie ne participe pas à la totalité du processus de décision. Voilà, Emmanuel est en train de vous montrer les politiques qu'il y a dans ce cercle board scope dans lequel sont explicitées ces règles-là sur l'accueil et le départ des associés. Et sur la deuxième partie de la question, la réponse est extrêmement simple pour ce qui concerne les coopératives, c'est parce que le droit coopératif détermine que les parts sociales ont une valeur nominale qui est fixe. Donc en fait, on ne réévalue jamais la valeur des parts sociales. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas s'enrichir en investissant dans une SCOP, puisque même si l'entreprise gagne beaucoup d'argent, cet argent peut être distribué aux salariés, il peut être placé en réserve, mais il ne peut pas servir à revaloriser le capital social initial, et la valeur nominale est fixe. Donc quand on a acheté une part qui vaut 50 €, 10 ans après, elle vaut toujours 50 €. Donc ça n'est pas une question quand quelqu'un part. Ce qui, en soi, ça répond à une autre des questions que j'ai vues plus haut, est un des exemples de tension qu'on anticipait en imaginant de s'associer. Dans une forme classique, ça suppose de tomber d'accord sur la valeur. Et bien souvent, c'est d'ailleurs des processus assez douloureux dans les entreprises qui connaissent ça, parce que une valeur monétaire d'une part sociale, c'est sujet à analyse, donc c'est toujours quelque chose d'assez subjectif. Selon comment on le regarde, on peut avoir des jugements très différents là-dessus. La coopérative règle complètement cette question-là en ne permettant pas de réévaluation des parts. Merci beaucoup. Emmanuel, je reviens vers toi sur les questions de comment s'est fait ce rapprochement. Une question notamment pour savoir comment se fait le changement, quelles ont été les étapes, et même quand on a très très envie, on imagine qu'il peut y avoir des difficultés. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux reformuler la question, pardon, comment sont faites quelles étapes? Les étapes du changement et les difficultés rencontrées. Ok, comme je le disais tout à l'heure, la première décision a été de mettre en place j'en profite pour répondre à une autre question, cette gouvernance commune. L'outil s'appelle Glassfrog, c'est un outil accessible sur Internet qui est créé par les personnes qui ont créé Holacracy. Donc, nous, le logiciel qu'on utilise, il y en a d'autres, d'explicitation de la gouvernance. Et on est parti de là. Vraiment, le point de départ a été celui-là. Et après, il y a eu un chemin. Je pense que Semawi était une organisation plus intégrée, comme Alyosha le disait tout à l'heure, sur la question des associés, sur la question des associés salariés, sur la question du statut juridique. Il y avait une habitude de travailler à plus en équipe que ce qu'on avait Anne Muriel et moi. Et Anne Muriel m'avait rejoint en tant qu'associé peu de temps avant. Et donc, du coup, il y avait une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est trouver la justesse de l'intégration entre le système juridique, le statut d'associé, les participations et la gouvernance. Donc, rapidement, on avait pris ce point de départ et rapidement, ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. Il y a énormément de questions qui se sont posées après. Certainement que l'année particulière qu'on a vécue avec le confinement a créé de l'accélération à cet endroit-là. Voilà, on a eu
des discussions, on a eu des prises de décision intégratives, on a eu des allers-retours, on a eu des baisses d'énergie, on a eu des regains d'énergie. Je crois que l'endroit où on s'est vraiment appuyé, c'est celui de la gouvernance, c'est celui de partir de la réalité. Holacracy est un système qui, je crois, dans ma vision, cherche à se baser sur la réalité et à intégrer la réalité. Donc, dès qu'il y avait des nouvelles choses qui se passaient pour cet espace Chaosen, comme le moment où on a dû choisir un nom, le moment où on a dû faire un graphisme autour de ce nom, les projets, les articles, tous ces projets qui sont arrivés petit à petit ont dessiné des nouveaux rôles, ont dessiné de l'intégration entre nous. Donc, un autre point qu'on avait décidé, c'était de créer un rôle qu'on a appelé Chaos Sensei. Sensei, pour ceux qui connaissent le Japon et le japonais, est un mot qui nous parlait. Et Chaosen était le nom qu'on avait choisi pour l'organisation et qui était un rôle qui avait comme raison d'être de favoriser l'intégration des organisations Evolve et Semawi vers Chaosen et avait une redevabilité, donc un attendu de la part de tous les autres rôles de l'organisation de répondre à toutes les demandes, explications, complexités qui pouvaient subvenir. Alyosha et moi, on s'est retrouvés dans ce rôle-là et c'est un rôle dans lequel on a beaucoup échangé à un moment sur voilà, quels étaient les pas, quelles étaient les difficultés qu'on rencontrait. Et à chaque fois, c'est difficile même de me souvenir, on s'est appuyé à chaque fois sur ce qui se passait pour essayer d'y répondre, pour essayer de faire évoluer nos rôles, la gouvernance, l'intégration. À partir de là, et ça me fait penser à ça en ce moment, on se réunit peu en ce moment dans le rôle Chaos Sensei. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'une stabilité qu'on a trouvée au bout d'un moment, qui certainement va bouger en 2021. Des choses nouvelles vont se passer, ça va se modifier, se transformer encore. Voilà ce que je peux en dire en quelques mots. Je vois que chez Evolve, ça nous a posé la question vraiment à la fois dans ce processus d'intégration dans lequel on était chez Evolve, par rapport à ce qui se passait aussi avec Semawi, c'est vraiment jusqu'où on peut aller aujourd'hui, dans qui on est en tant qu'organisation, pour à la fois garder notre identité propre. On fait des choses proches de ce que fait Semawi et avec notre propre couleur, notre propre identité. Et voilà, trouver cet espace juste, et ça a été de façon itérative. Parfois, j'ai senti qu'on était trop embarqué dans l'histoire. Parfois, j'ai senti qu'on n'était pas assez dedans. Parfois, voilà, ça, petit à petit, avec les tensions et la réalité. Et une question supplémentaire sur comment est-ce qu'on discerne la gouvernance de l'ensemble et la gouvernance commune, et à quel point il y a des différences? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Ce que je vais tenter une réponse par rapport à ce que j'en comprends, et n'hésite pas à compléter, Alyosha. Il y a vraiment, dans le cercle Evolve aujourd'hui, donc ni le cercle Board Evolve, ni le cercle Chaosen, et ni les autres cercles qui sont dans le cercle Chaosen, les gens qui sont il y a 4 personnes qui sont dans des rôles à l'endroit du cercle Evolve, c'est Anne-Muriel, moi et 2 autres personnes qui travaillent avec nous qui sont Thomas et Lorraine. Et à cet endroit-là, on s'auto-organise dans la gouvernance d'Evolve par rapport aux missions d'Evolve en holacratie. Et ça, c'est vraiment la gouvernance d'Evolve et la façon de fonctionner d'Evolve. Et après, il y a ce cercle Semawi où il y a spécifiquement les associés salariés de Semawi, où ils s'organisent ensemble. Je peux y avoir accès, je peux aller regarder ce qui se passe, je peux aller regarder leur rôle, leur politique, leurs règles. Mais à cet endroit-là, moi, je n'ai pas de rôle et je ne participe pas à leur réunion, je ne participe pas à la gouvernance. En revanche, dès qu'on est dans les cercles qui sont dans Chaosen, les cercles RAO, les cercles Holacracy Provider ou le cercle Chaosen, on fait évoluer tous les gens qui sont dans toute cette grande organisation, qui ont des rôles dans ces cercles-là, peuvent venir faire évoluer la gouvernance de cette organisation-là. Donc vraiment, le cercle Chaosen est le cercle intégré de nos 2 organisations. Les autres cercles sont des cercles où on est en commun, et les cercles Evolve et les cercles Semawi sont des cercles où les associés, les partenaires s'auto-organisent ensemble. Je peux apporter un regard complémentaire et je vois que c'est parfois pas si net que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une porosité entre ces cercles qui existent parce que la réalité amène des situations comme ça et c'est souvent très intéressant. Par exemple, on a convenu entre Evolve et Semawi de réaliser nos accompagnements en holacratie, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'accompagnement d'autres organisations en holacratie en commun. Donc, on a un cercle pour ça. Néanmoins, par exemple, il y a d'autres types de prestations qu'on peut conduire qui ne sont pas forcément communes. Je ne sais pas, par exemple, un accompagnement où on va former les managers de la ville de Grenoble sur des méthodes de coopération d'équipe. Et parfois, ce type d'accompagnement nous amène à faire de l'holacratie
en partie, ou nous inspirer d'eux. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une porosité et ça va pouvoir éventuellement créer une tension qui va nous poser la question, est-ce que ça reste dans un sous-cercle ou est-ce que ça se déplace ailleurs? Est-ce que ces rôles sont au bon endroit, etc. Donc, en réalité, ces membranes, elles sont poreuses et les rôles circulent à l'intérieur de ces deux organisations. Et c'est ce qui décrit notre processus d'intégration, je pense, au fil du temps. Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur l'impact que cette nouvelle gouvernance a eu sur les relations avec les partenaires et avec les clients? J'observe et je suis convaincu qu'on apporte plus de valeur. On apporte plus de valeur à l'extérieur, c'est-à-dire quelque part, on exprime mieux notre raison d'être commune. La raison d'être commune qu'on s'est trouvée, qu'on a explicitée au niveau de KOSEN, donc de la structure de coopération globale, c'est de vrai pour la propagation des systèmes émancipateurs. Et je pense qu'on fait mieux ce travail en coopérant de cette façon-là ensemble que chacun indépendamment de notre côté. Ça amène de la valeur aussi parce que tout simplement, ça nous permet d'être plus nombreux à l'intérieur d'une même organisation globale et donc d'avoir plus de possibilités de transfert de charges entre nous. Il y a aussi une autre traduction très palpable et qui a été source de beaucoup de progrès dans nos deux équipes, c'est qu'on a construit un dojo dans notre espace commun, qui est un espace d'entraînement, un espace de travail entre pairs et entre nous. Donc, ça nous permet de faire du transfert de compétences parce que chacun et chacune dans nos équipes ont des teintes ou des spécificités ou des spécialités dans la manière d'accompagner, de coacher ou de former ou de faciliter qui font qu'on a un panel de possibilités assez large et ça nous permet de faire plus de transfert de compétences entre nous. Voilà, c'est un autre exemple que je vois des bénéfices vraiment directs qu'on peut tirer de ce type de coopération entre organisations. Du coup, ça déplace un peu la relation où, d'une certaine façon, d'un point de vue strictement commercial, on pourrait considérer qu'on a des activités concurrentes. Et en fait, on voit bien que en construisant une gouvernance commune, on transcende complètement cette logique-là et ça n'est plus antagoniste avec une logique de coopération. C'est-à-dire que ce qu'on partage comme valeur commune, par exemple en transférant des compétences, ça n'enlève rien à l'autre en fait. Ça fait juste plus de compétences dans notre organisation commune, donc plus de capacité à déployer ce type d'accompagnement et à améliorer notre façon de travailler. Merci beaucoup. J'ai des questions qui arrivent qui sont plus tournées donc, sur le fonctionnement interne. Et Emmanuel, je vais te laisser la parole pour répondre à ces questions-là, qui est sur est-ce que Holacracy permet de gérer des différences d'implication entre les personnes et est-ce que ça permet à des structures d'être plus résilientes? C'est une grande question. En tout cas, je vais repartager l'écran du coup, parce que je vais vous partager une politique qu'on a chez Evolve sur cette question de la différence d'énergie. On a une politique qui s'appelle que je ne vois pas apparaître, évidemment, au moment où je la cherche. Voilà, si, c'est la politique autonomie, qui dit que les associés ont pleine autonomie sur leur temps de travail, et leur temps de non-travail. Donc, la règle qu'on a décidée en gouvernance chez Evolve, c'est que chaque associé chez Evolve décide pleinement et totalement du nombre de temps qu'il va consacrer, de la quantité d'énergie qu'il va consacrer à l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucun de nous, on a un regard dans le sens où on a un agenda partagé où il va y avoir des plages de non-travail qui vont être posées ou des zones de vacances qui vont être posées. Mais si aujourd'hui un des associés décidait de poser 8 mois de vacances sur les 8 prochains mois, c'est autorisé dans l'organisation. Certainement que si ça arrivait, ça générerait une tension qui amènerait à une révision de cette politique de gouvernance ou à une autre décision ou pas, d'ailleurs, j'en ai aucune idée, mais qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas, dans notre fonctionnement, on a décidé de mettre le principe d'autonomie comme étant un principe fort et majeur chez Evolve, qui fait qu'on n'a pas, ce questionnement ne vient pas de la charge d'énergie et de la quantité d'énergie. En tout cas, on n'a pas de tension aujourd'hui, on n'a pas besoin de modifier ça, parce que la façon dont ça se passe, c'est suffisant. Si un jour ça crée une tension,
la Constitution définit les règles du jeu de prise de décision, définit la possibilité de faire des accords de travail, il y a beaucoup de possibilités différentes en termes de gouvernance d'exprimer ça. Ça peut être par une politique, ça peut être par un rôle, ça peut être de plein de façons différentes, qui fait que si on avait besoin à un moment donné de réguler parce qu'il y avait une différence d'énergie qui était trop importante et que ça mettrait une tension à la personne, certainement à celle qui peut-être, et que ça serait peut-être à l'autre qui mettrait trop d'énergie, qu'il y ait des possibilités de régulation de ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une difficulté qu'on a rencontrée. Donc je ne peux pas répondre à cette question dans le sens où comment vous avez répondu à cette difficulté, puisque dans la réalité, ce n'est pas une difficulté qu'on a rencontrée. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème à l'endroit de la différence d'énergie qui est mise. Je ne crois pas personnellement à une égalité ou à une équité possible. Je crois que c'est une illusion de pouvoir à la fois mesurer le temps de travail est peut-être possible à mesurer, et encore, je ne sais pas, parce qu'il se passe des choses dans ma tête quand je ne suis pas au travail qui relèvent du travail. Et je crois que c'est une illusion de penser que l'énergie mise peut être la même. Donc la question, c'est plutôt, est-ce que ce type de fonctionnement-là, dans la façon dont on met de l'énergie, est-ce que ça génère des tensions ou pas? Et la réponse est aujourd'hui, ça n'en génère pas. Merci. Pour aller un petit peu plus loin, peut-être, Alyosha, tu peux répondre sur cette partie-là, sur la question de la rémunération en fonction des compétences et des implications de chacun, chacune. Comment est-ce que c'est géré? Oui, c'est une super question et on nous la pose souvent d'ailleurs. J'ai envie de faire une réponse vraiment dans la continuité de ce que tu viens de partager, Emmanuel. En fait, pour ce qui nous concerne chez Semawi, on a un principe qui est un principe de rémunération de conscience, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des temps de travail entre nous qui nous permettent de nous aligner sur l'état des finances de l'entreprise et la stratégie à moyen long terme de notre activité. Et sur cette base-là, ça nous permet de faire des tours de table pour partager comment est-ce qu'on se sent avec nos rémunérations respectives à un moment donné et comment est-ce qu'on a envie de les faire évoluer dans un futur proche et lointain. Et ça nous permet de nous positionner sur ce qui nous paraît être une rémunération juste compte tenu du contexte et des informations qu'on a partagées avant. Jusqu'à présent, ce système-là fonctionne et on n'a jamais rencontré de tension qui nous amène à fixer d'autres règles. Ce serait très simple demain d'ouvrir une réunion de gouvernance et de commencer à poser une règle en disant, par exemple, on va avoir un point de départ si quelqu'un souhaite qu'on mette des fourchettes sur les salaires, qu'on pose une équation avec des critères, etc. Il se trouve que chaque fois qu'on a essayé de réfléchir à une manière de rationaliser ça avec des critères objectivables, on a conclu que les critères nous semblaient mauvais et ne nous semblaient pas permettre de refléter la réalité de ce qu'on souhaitait en termes de flexibilité. Cette année 2020 est un bel exemple pour ça, où on a une incertitude économique qui fait un peu des hauts et des bas. Et le fonctionnement tel qu'on l'a aujourd'hui nous convient bien. Et ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. On a un outil dans lequel j'ai toute confiance sur le fait qu'on puisse installer des règles le moment où on en aura besoin. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je retiens et qui est pour moi assez central dans la gouvernance en holacratie, c'est que c'est pas, on ne va pas créer des règles partout pour le plaisir de créer des règles. Et il y a une sorte de frugalité dans ce système, c'est-à-dire qu'on va créer des décisions de gouvernance, on va structurer des rôles, des cercles et des règles là où il y en a besoin, quand il y en a besoin. Aussitôt qu'on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse et il y a quelque chose de léger dans cette forme d'organisation. Voilà comment on fonctionne sur la partie rémunération. Et Emmanuel, je te pose cette question-là. De manière plus générale, comment est-ce qu'on gère le fait que quelqu'un puisse s'opposer à une décision, par exemple? Ah ben on le vire. Non, je regarde, non, c'est une blague. Pas du tout. C'est important de voir comment fonctionne un processus de décision intégrative pour comprendre pourquoi c'est un processus d'intégration. Ça veut dire que on est dans un espace d'évolution de la gouvernance qui est un espace qui est, je ne vais pas entrer dans le détail du processus, mais il y a la possibilité, si vous le voulez, si vous le demandez, d'assister à nos réunions de gouvernance. On en propose, on les vit et elles sont en visio. Et donc, du coup, il y a la possibilité d'avoir des observateurs. Et c'est un processus qui, à un moment donné, c'est un processus par consentement où on ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord, si je veux dire en quelques mots, mais on cherche à ce que personne ne soit pas d'accord. Et être pas d'accord, ce n'est pas une envie ou une préférence ou une meilleure idée, ça doit répondre à des critères. Ça veut dire que si quelqu'un fait une proposition dans un de ses rôles d'évolution de la gouvernance parce qu'il a vécu une tension et que cette proposition lui permet de résoudre cette tension, si je n'ai pas une objection valide
à l'adoption de cette proposition va être adoptée. Et je ne vais pas entrer dans le détail de ça parce qu'il y a d'autres espaces dans lesquels on peut vraiment, et on est disponible pour ça, on adore parler de tout ça, expliciter ce processus, mais une objection valide répond à 3 critères, qui est qu'elle doit causer du tort à l'organisation. Si elle était adoptée en l'état, elle causerait du tort à l'organisation. Elle doit être spécifiquement créée par la proposition et elle doit être basée sur ce qu'on appelle des données réelles et factuelles, c'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose qu'on imagine qui puisse arriver. Comme on a un principe de réalité qui permet de se réajuster en permanence, la question qu'on pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'on peut prendre le risque d'essayer, sachant qu'on peut y revenir à tout moment. Donc, c'est vraiment ce processus itératif-là. Donc, on n'est pas dans la Constitution garantit, explicite ce processus de prise de décision et permet qu'il n'y ait pas cet endroit où on croit qu'on est dans l'opposition, mais que ça soit une dynamique. Le processus pousse à l'intégration, favorise l'intégration des objections. Une objection, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose c'est une alerte parce qu'on a identifié de là où on était dans nos rôles que ce que propose l'autre peut causer du tort à l'organisation. Donc, on vient l'intégrer à la proposition. Il y a un mécanisme pour intégrer les objections. Et voilà, dans la façon dont, en tout cas, nous, on vit l'holacratie sur ces questions-là, on a toujours réussi à intégrer entre nos deux organisations ces difficultés, ces tensions qu'on rencontrait entre nous, sans jamais se trouver bloqué sur une opposition. Merci. J'ai toujours une question pour toi, Emmanuel. Là, on voit bien que c'est une coopération via holacratie entre deux entreprises. Comment ça se passe plutôt dans des structures publiques? Est-ce que tu peux préciser la question un peu plus? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des différences de coopération quand on est dans la sphère de la fonction publique qui seraient différentes dans l'adoption d'holacratie? Ok, de l'expérience qu'on a d'accompagnement d'institutions publiques, et je pense que Alyosha pourra en parler également, il y a on va dire un cadre qui est donné par les structures publiques et il y a un cadre qui est donné par les structures juridiques privées. Comme on peut le voir, on a la constitution de l'holacratie parle de la gouvernance, de la façon dont on s'organise ensemble. Nous, on est en SAS, qui est une holding et qui a 2 SARL différentes parce qu'on a un organisme de formation et une société de conseil. On sépare ces 2 activités juridiquement chez Evolve. Mais vous avez vu, dans notre gouvernance, Evolve, on ne voit pas très peu cette différence-là. Il y a une ou 2 politiques qui en parlent, mais dans la gouvernance, c'est très différent. C'est Maui, ils sont en scope, en coopérative, et pourtant, ils fonctionnent en holacratie. Donc, la question, c'est comment on accompagne des associations, on accompagne d'autres choses, c'est comment rendre compte des rôles qui existent dans la structure juridique et nécessaires au fonctionnement de la structure juridique d'une organisation, d'une institution, d'une entreprise, dans le phénomène, dans l'holacratie, dans la gouvernance de l'holacratie. Donc, ce n'est pas une limite. La gouvernance parle d'un autre endroit que de la forme juridique. Donc, c'est vraiment comment on organise là. On a accompagné des équipes par exemple dans des hôpitaux parisiens qui ont passé une partie d'un service sur une action à un moment donné en holacratie, donc ils ont fait un parcours de santé pour les femmes et ils sont au sein d'un hôpital de la PHP, il y a un service qui fonctionne sur le parcours de santé en holacratie à cet endroit-là et ils peuvent définir une membrane, c'est-à-dire les échanges qu'ils ont avec le reste de l'institution, la façon dont ils fonctionnent, quel rôle parle avec l'administration, quel rôle parle avec les partenaires, quel rôle est là, et ils viennent définir cette membrane qui leur permet au sein d'une institution publique de fonctionner avec ça. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite. La réponse, c'est il faut regarder de quelle institution ou de quelle administration publique on parle, à quel endroit on est, quelles sont les obligations légales qu'elle a, qu'il faudra intégrer dans la gouvernance à un moment donné, et adapter cet endroit du comment qui est la gouvernance à l'endroit de la forme juridique qui est un autre endroit pour moi. Merci. Alyosha, je te laisse compléter. Oui, en fait, holacratie, et pour compléter ce que disait Emmanuel, je pourrais dire que holacratie est agnostique sur la forme des organisations. Holacratie ne dit pas qu'une organisation est horizontale, en cercle, pyramidale, carré, comme vous voulez. Donc, en fait, on peut utiliser ce système de gouvernance dans n'importe quel type de structure. C'est vrai que les structures publiques, elles sont assez contraintes sur le plan du droit, des règles de fonctionnement, et de par les processus de décision qui sont à l'intérieur, la manière dont sont gérées les ressources humaines, etc., ça amène tout un champ de contraintes. Et en fait, holacratie va juste être le socle de règles du jeu avec lesquelles on va travailler dans toute ou partie de ces équipes. Et souvent, ce n'est pas forcément toute une organisation.
je ne crois pas connaître de collectivité entière ou d'administration entière qui bascule en holacratie. Tous les exemples qu'on a, ce sont en fait des équipes à l'intérieur d'eux. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important à retenir, c'est qu'en fait, avoir une équipe ou une organisation qui fonctionne en holacratie n'est pas du tout incompatible avec le reste des systèmes autour. C'est-à-dire qu'il y a une membrane et il y a un outil pour faire interface finalement qui est holacratie, qui nous permet de communiquer avec d'autres systèmes de contraintes qui sont dans d'autres systèmes de valeurs et de systèmes d'organisation. Et il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Pour reprendre l'exemple de notre coopération entre Evolve et Semaoui, évidemment, c'était très facilitant qu'on soit déjà en holacratie de part et d'autre, parce que ça veut dire qu'on partageait un langage commun, une culture commune sur la manière de prendre nos décisions. Et en réalité, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un groupement de 3-4 entreprises qui décident de coopérer ensemble parce qu'elles ont un intérêt à le faire, alors même qu'elles ne fonctionnent pas toutes en holacratie, ou même pas du tout, et que simplement ce soit l'espace de coopération interorganisationnelle qui fonctionne en holacratie. Pourquoi pas? Donc voilà, finalement, la sphère publique n'a pas de spécificité par rapport à ça. C'est vrai que holacratie vient du monde de l'entreprise et on sent qu'il y a un ADN qui est vraiment celui de l'entrepreneuriat. Holacratie vient du milieu agiliste, entre autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette recherche de créer des organisations très adaptables à leur environnement de manière dynamique. C'est pour ça que je pense que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, là, il est éminemment actuel dans un monde qui est celui de 2020, qui atteint des niveaux de complexité et de variabilité du contexte qui est fort, dans lequel en fait tous les systèmes de type prédictif et contrôlant fonctionnent plutôt mal. C'est-à-dire que quand on fait des prévisions, aujourd'hui, on sait qu'elles ne vont pas se réaliser. Néanmoins, souvent, les organisations ne savent pas trop faire autrement, donc on continue de faire ça parce que c'est l'habitude. Le postulat qu'on prend avec des systèmes de gouvernance comme holacratie, c'est qu'on va arrêter d'anticiper toute la suite et on va plutôt se doter dans l'ADN de l'organisation d'un système de gouvernance qui permet de s'adapter continuellement aux tensions qui vont s'exercer dans et sur l'organisation. Voilà, je vais arrêter là pour ma réponse. Merci beaucoup. Il nous reste un peu moins de 10 minutes jusqu'à la fin de ce webinaire. Emmanuel, j'ai envie de te poser cette question de finalement, qu'est-ce que tu retiens dans ce qui n'a pas marché dans la fusion, ce qui a été plutôt difficile, des points de tension, et qu'est-ce qui, pour le coup, a aussi très bien fonctionné? Je vais partir de ce qui a très bien fonctionné, et parce que c'est ça qui me parle le plus là tout de suite. Ce qui a très bien fonctionné, c'est un ressenti. Je sens que paradoxalement, indépendamment de Semaoui, mais le fait d'être à côté de Semaoui, je pense qu'Evolve n'a jamais autant grandi que dans l'année qui vient de s'écouler. Et je pense qu'il y a une accélération de nos processus de maturation qui se sont faits grâce à la collaboration avec Semaoui. Les premières zones qui sont apparues sont pas mal ce dont parlait Alyosha tout à l'heure, c'est-à-dire du transfert de compétences, des groupes de pairs, de l'analyse de la pratique entre nous. On a créé un rôle Tinder, c'est un des premiers rôles qui a été créé, qui était un rôle qui devait matcher entre les besoins et les envies d'apprendre et les personnes qui avaient ce savoir-faire ou ce savoir-être là. Donc, on a pas mal créé des espaces de transmission entre nous. Donc, je sens que nous, on a grandi chez Evolve et je crois que Semaoui aussi à cet endroit-là. Donc, ça, c'est un endroit qui a bien marché. Je pense qu'on a beaucoup monté en compétences sur holacratie, même si on était des organisations qui le pratiquaient déjà depuis un certain temps. C'est l'année où on est aussi, les deux organisations ont fait le choix de devenir provider en holacratie. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de holacratie dans nos accompagnements et dans notre décision de recentrer, en tout cas de faire grandir cette partie de notre activité. Ça, c'est les espaces qui ont été positifs pour moi. Il y a eu quelque chose de très joyeux au moment du confinement, des confinements, des échanges. On a créé des temps entre interorganisations qui amènent de la richesse aux deux. Sur ce qui a moins bien fonctionné, donc ça, c'est vraiment sur ce qui a été en tout cas positif pour moi, je dirais pas sur ce qui a moins bien fonctionné. Je dirais qu'à un moment donné, on a touché la limite de la capacité d'intégration qu'on avait envie de faire ou qu'on était capable de faire à ce moment-là. Mais pour moi, c'est pas ce qui s'est mal passé, c'est qu'on a touché en fait quelle était la juste membrane, la juste frontière aujourd'hui pour nous. Et si ça se trouve, dans 2 ans,
les cercles seront plus éloignés parce qu'en fait, il faudrait une membrane encore différente. Ça se trouve, on sera beaucoup plus intégré. Et j'en sais rien. Je dirais que Holacracy amène aussi cette culture de voir les tensions comme une chose positive, de voir les difficultés comme vraiment comme des manières de faire évoluer nos organisations. Donc, je ne dirais pas que des choses sont mal passées. On a toujours réussi à intégrer les difficultés qu'on touchait jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, et on en a touché. Et on en retouchera. Et c'est cool. Et j'aime bien ça. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Je ne sais pas si tu veux compléter le chat là-dessus. J'ai envie de te pousser à aller un petit peu plus loin avec une question qui est, dans ces cas-là, pourquoi 2 entités et pas une fusion totale? Je pense que c'est des questions qui peuvent renvoyer à la thérapie de chacun. La fusion, c'est un grand sujet pour l'être humain. Je vais parler de moi en tant qu'individu. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Semaoui à cet endroit-là. Je crois vraiment à cet espace de la relation qui a un espace commun et qui a un espace indépendant et à lui-même. Et aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin, je ressens plutôt l'envie d'être dans un espace commun et collectif tout en gardant profondément mon identité. Et me laisser dans cet espace commun être transformé dans mon identité au contact avec l'autre. Semaoui et Evolve n'avaient pas exactement la même raison d'être. On a des raisons d'être similaires, on avait des raisons d'être similaires, on a trouvé une raison d'être qui intégrait nos raisons d'être et avec lequel on sent, je pense, ces 2 organisations profondément reliées. Et j'ai l'impression que c'est le juste, je n'arrive pas à le dire, c'est le juste endroit. Ce qui existe aujourd'hui dans notre gouvernance, je pense, c'est le juste endroit de notre rapprochement. Pourquoi fusionner totalement alors qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui nous va, qui fonctionne, qui évolue, qui bouge, qui est en transformation, comme n'importe quelle relation. Et je ne crois pas à la perte de l'identité individuelle dans la relation. Je crois que la relation permet un troisième espace d'exister, qui est cet espace relationnel, qui est cet espace dans lequel on va pouvoir grandir, se challenger, être activé, être heureux, passer des bons moments, tout ça, construire ensemble, grandir ensemble. Et en même temps, il y a une identité propre à chacun. Et cette forme-là permet de maintenir ça aujourd'hui. Et si ça se trouve, dans 3 semaines, il y a une des 2 structures qui juridiquement n'existe plus. Ça m'étonnerait, ça sera un peu rapide. Mais peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien qui a déclenché le besoin d'être dans une fusion totale. Et notamment, il y aurait pas mal de choses à intégrer. Un des grands espaces qu'on a laissé propriétaires en termes de domaine à chacune des organisations, c'est la question des ressources. Et il y aurait évidemment, on n'a pas les mêmes processus de rémunération. Il y a beaucoup de processus qui sera intégrés au moment de cette fusion. Et aujourd'hui, on n'en a pas ressenti le besoin. Et pareil, Aloucha, si tu veux. Ouais, je vais partager sur cette question-là qui me semble être une chouette question de clôture de ce webinaire. J'ai un parcours, j'ai un ressenti qui est un peu différent depuis mon point de vue de leader de Semaoui, où je ne me sens pas tellement attaché en fait à l'entreprise Semaoui d'un point de vue identitaire. Et c'est probablement lié à un parcours d'entrepreneur où cette entreprise, elle a déjà changé de nom, elle a déjà changé de métier même, elle s'est même déjà séparée d'une partie d'elle-même. Il y a une activité qu'on a filialisée et revendue. Donc, je vois ça beaucoup plus comme de la pâte à modeler que comme un élément constitutif d'une identité. Et je peux même faire un parallèle avec le monde du vivant où je vois que les endroits où les évolutions sont les plus rapides dans le vivant, ce sont des sphères du vivant dans lesquelles les cycles de vie et de mort des organisations sont très rapides. Je pense que aujourd'hui, dans le vivant, là où c'est le plus rapide, c'est dans le monde des bactéries qui, toutes les 20 minutes, se divisent en 2. Le monde des bactéries va nous poser des difficultés parce qu'en fait, il s'adapte plus vite que tout ce qu'on sait faire contre lui. Et le problème de la biorésistance aux antibiotiques dans le monde de l'hôpital aujourd'hui, c'est un problème qui est grandissant et on sait que dans les décennies qui viennent, ça va être plus complexe. Je veux dire par là que des systèmes qui meurent et qui vivent et qui se recyclent comme ça de manière rapide s'adaptent plus vite à des environnements qui changent vite. Et les organismes vivants qui vivent très longtemps, je pourrais prendre les éléphants ou les baleines, sont ceux qui sont le plus en danger dans un écosystème qui se transforme rapidement. Donc de ce point de vue-là, je me sens assez décomplexé avec la durabilité d'une organisation et très à l'aise avec l'idée d'une fusion possible. Et en même temps, je partage ce que dit Emmanuel sur le fait que dans notre histoire de Evolve et Semaoui, sur cette histoire concrète-là, aujourd'hui, la forme dans laquelle on est, c'est celle qui nous convient et elle ne présage pas de la suite.
Merci beaucoup pour cette conclusion. On arrive à la fin de notre webinaire. Merci pour ces échanges et merci beaucoup pour vos questions qui ont été vraiment nombreuses. Ce webinaire est enregistré, donc vous retrouverez le replay sur nos sites internet. On vous souhaite une très bonne journée.